On est de retour en plateau, hashtag festival, j'espère que vous allez bien. Je reçois Johan, qu'on a déjà eu hier pour le hashtag... j'ai oublié le nom. Hashtag Bonjour. Short Film Festival, Tout à fait. festival de films courts, dont tu étais le jury. L'un des jurys. L'un des jurys, tout à fait. Vous étiez 3 avec tes collègues Terence et l'entreprise Yourplan. Et Nicolas, qui vient pour la première fois sur le plateau en Joue Pop Corner de la chaîne Nicoland, Les Mondes Miniatures. Exactement, bonjour à tous. Je me suis pas trompé. C'est bien ça. Je t'ai pas présenté comme Nigloland. Je sais que voilà, les gens confondent tout, ils ont tout mélangé. Ils ne savent plus exactement ce qu'il en est, mais c'est bien Nicoland. Et d'ailleurs, voilà, il y a plein de choses à dire. Alors, une thématique de discussion pendant 45 minutes, c'est déjà de parler de vous. Vos contenus respectifs, on a un petit peu abordé hier, on a teasé des choses. Très légèrement. Nicolas, de ton côté, on ne sait pas. On ne te connaît pas encore. Il y a un suspense qui s'est établi. Et ensuite, on va parler un petit peu de, si on a le temps, hein, bien sûr, des parcs d'attractions aujourd'hui. C'est quand même quelque chose qui est toujours hyper attrayant, aussi qui a beaucoup de fantasmes autour. Et vous avez été assez loin dans la recherche, que ça soit dans la création de maquettes, que ça soit de creuser une attraction en particulier comme celle du Phantom Manor pour en connaître les moindres détails, les moindres recoins. Et on va commencer par la partie présentation. Je laisse la main à Nico parce que voilà, Joanne, tu avais déjà eu la main hier, alors chacun son tour. Donc moi c'est Nico et un rêve d'enfant qui était de créer, d'avoir son parc d'attractions à la maison, et en étant enfant, c'était d'avoir des jouets. Donc j'ai commencé à les fabriquer parce que ça n'existait pas sur le marché. Et après plus ou moins des pauses dans ma vie, depuis 2014, je suis parti sur la création du Futuroscope et de Nigloland en miniature. Et donc ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis dans ce délire. Et donc toi, quand tu étais gamin, tout de suite attiré par les parcs d'attractions, il y avait un truc culturel, familial, tu avais déjà mis les pieds dedans et tout, parce que c'est vrai que tous les enfants ne vont pas forcément dans les parcs d'attractions. Toi, ça t'attirait déjà très jeune? Alors en fait, mes parents sont d'origine troyenne et sont partis pour des raisons pro à Poitiers. À Poitiers, donc là, Poitiers, t'es plongé dedans. Voilà, le Futuroscope est arrivé et ça a été un peu le buzz de l'époque. Okay. Donc toute la famille, dès qu'elle venait sur Poitiers, c'était forcément d'aller au Futuroscope. Et voilà, c'est venu comme ça, cette envie d'avoir les parcs à la maison. Et le côté miniature, maquettisme, c'est finalement déroulé de... Tu as commencé... Enfin, tu étais un gamin qui jouait avec des Lego, des Playmobil, et puis au final, tu as poussé vers la maquette, les techniques un peu plus approfondies. Aujourd'hui, là, tu proposes 2 maquettes sur le hashtag qui sont quand même avec un niveau de finition très précis. On n'est plus sur du jouet. Comment ça s'est passé? Comment tu as appris à faire tout ça? Par moi-même. Au départ, c'était un simple bâton et puis mes bras faisaient les rotations de l'attraction, et au fur et à mesure, on a eu le papier carton, les loisirs créatifs aussi qui ont commencé un petit peu à se développer. Et puis là maintenant, de faire quelques salons depuis une dizaine d'années, salons de modélisme essentiellement, j'ai découvert l'impression 3D, la modélisation, et ça change énormément de choses. C'est ça. On en reparle après. Johan, alors du coup hier tu t'es déjà présenté d'une certaine manière, mais on est toujours à l'écoute. Je vais prendre une version un petit peu différente parce que je suis assez multitâche. Comme beaucoup de personnes, j'ai été très marqué par ma première visite à Disneyland Paris lorsque j'avais 6 ans. Et la seule chose dont je me souviens de cette journée-là, c'était la maison hantée. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Mais 6 ans, c'est pas tôt pour la maison hantée? Non, mais j'en sais rien, c'est une vraie question. Alors, j'ai fermé les yeux à la moitié du parcours. Ok. Mais du coup, je me souviens de tout ce qu'il y avait au début. C'était très cool. Et en fait, alors effectivement, c'est très intimidant. C'est un traumatisme, du coup. Je crois pas que ce soit un traumatisme, mais c'est très impressionnant de voir des squelettes s'animer devant toi de manière aussi réelle. Quand tu es enfant, clairement, c'est vrai, c'est réel. Donc, c'est vraiment... Et même en tant qu'adulte aujourd'hui, c'est une attraction hyper impressionnante d'un point de vue scénographique. Et ça, c'est ce qui fait qu'on aime cette attraction. C'est que elle a été créée dans les années 60, enfin en tout cas sa première version, et aujourd'hui encore, ça bluffe encore tout le monde, alors qu'on est à l'ère du numérique où on peut tout faire avec de la 3D, etc. Et pourtant, on est quand même bluffé. Donc c'est vraiment un tour de force incroyable. Et donc j'ai tout de suite beaucoup aimé cette attraction. Ensuite, forcément, j'ai aussi aimé d'autres parcs. J'ai aimé les manèges de fête foraine et ce genre de choses. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté, la fête foraine, c'est le parc qui vient chez nous, et d'une certaine manière. C'est ça. Alors j'étais quand même assez limité parce que il y avait que certains manèges que j'aimais beaucoup. C'était ceux les plus
impressionnants, les plus beaux. Et j'aimais en fait cette idée que dans la vie, on peut avoir un métier où le but, c'est juste que les gens passent un bon moment, soient heureux, souriants. Et puis je crois que bizarrement, quand j'allais dans un parc d'attractions, c'est là où je voyais mes parents le plus sourire et le plus oublier les problèmes de la vie. Je crois que ça m'a un peu impacté aussi. Et donc, par la force des choses, petit à petit, j'ai fait en sorte d'essayer de travailler dans les parcs. Je suis devenu à la fois réalisateur et scénographe, et sur mon temps libre, je suis aussi youtubeur où je fais quelques vidéos où je parle des parcs que j'aime et ce genre de choses. Le projet Phantom Manor, entre autres. Yes. Et voilà, et j'ai toujours essayé de travailler plus ou moins dans le monde du divertissement au sens large. Donc, ça peut être autant dans les parcs que dans les escape games, que dans les environnements immersifs. Et en fait, au début, j'étais très axé cinéma, comme beaucoup, parce que l'idée de faire des films, c'est trop cool. Mais petit à petit, j'ai été de plus en plus vers les parcs parce qu'en fait, au cinéma, il y a un peu une sensation qu'on a un peu fait le tour, c'est-à-dire qu'en termes de challenge, de technologie et tout, à partir du moment où tu as le budget qu'il faut, les millions qu'il faut, bah, tu pourras faire tout ce que tu veux dans ton film. Il n'y a pas trop à prendre la tête. Alors que dans le monde du loisir, dans les parcs à thème, etc., plus tu veux faire impressionnant, plus tu vas devoir réfléchir à mais comment on fait pour que ce soit gérable techniquement, en toute sécurité, mais que les gens ils découvrent quelque chose de nouveau. Et il y a une sorte de ruée vers l'or artistique pour moi dans ce milieu-là que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que j'y suis de plus en plus, quoi. Alors j'ai plein de questions à vous poser. Est-ce que, déjà, quand on parle parc d'attraction, c'est hyper varié. C'est hyper varié, c'est-à-dire qu'on peut être dans l'immersion, on peut être dans la sensation, on peut être dans l'émotion. Vous, est-ce qu'il y a des choses, des attractions qui vous ont touché plus que d'autres? Toi, tu as parlé tout de suite du Phantom Manor quand tu étais gamin. Est-ce que c'est le côté très immersif du truc? Parce que finalement, la sensation, c'est pas celle d'un grand 8, c'est plutôt celle d'une immersion. Oui, mais clairement, moi, ce qui m'intéresse dans un parc, c'est quelle histoire on va raconter et quelle mise en scène on va faire. Mon parc préféré, c'est le Puy du Fou. Et il n'y a aucune attraction dans ce parc. C'est un parc à thème, c'est pas un parc d'attraction. Et c'est uniquement de l'immersion, du spectacle, du show. Ça te et en fait, c'est ça que j'aime. Donc, si tu me mets dans un roller coaster qui raconte rien du tout, il aura beau être le plus sensationnel du monde. Finalement, des parcs qui sont purement à sensation, sans histoire, il en existe pas mal qui sont même des très connus. C'est ce qu'on appelle chez nous des parkings à coasters, c'est-à-dire un grand terrain plat sur lequel on met un maximum de coasters, parce qu'il y a une vraie clientèle pour ça. Il y a vraiment des gens qui recherchent à faire le maximum d'attractions dans le monde. Il y en a, c'est comment celui en Espagne, il est très connu pour ses sensations plus que pour son histoire. Après, il y a les Six Flags en Amérique, etc. Aux États-Unis, c'est très très connu. Mais après, il y a des gens qui adorent ça et qui vont parce qu'ils savent qu'ils vont avoir en termes d'adrénaline un truc. Mais effectivement, moi, je vais plutôt être dans les attractions qui racontent quelque chose et qui montrent quelque chose. Je vais être un peu comme toi en fait. Je vais chercher déjà l'esprit de famille, parce que j'aime passer ce temps-là entre amis, entre familles. Et puis voilà, comme disait Johan, voir ses parents sourire. C'est ça en fait, c'est de passer un moment où on oublie tous nos soucis pendant une journée et on s'éclate, quoi. Donc ça, c'est ce que j'apprécie énormément dans les parcs d'attractions. Et j'aime beaucoup aussi la storytelling qui va être autour d'une attraction. Donc oui, s'il y a juste des sensations, alors oui, ça va être fun, mais c'est pas ce que je vais rechercher, en tout cas, pas chez moi. Ouais, complètement. Est-ce qu'il y a une attraction, peu importe le parc, qui vraiment... bonus, pas de Phantom Manor. Alors si tu veux, je te dis une autre dans un autre genre. C'est au Puy du Fou, c'est le mystère de la Pérouse. Et en fait, il est sorti récemment ou... C'est plutôt récent, de quelques années. Et en fait, c'est un parcours immersif à pied, c'est-à-dire que tu vas juste te balader à pied dans un endroit, mais qui en fait va reproduire la sensation d'être dans un bateau de la marine royale et qui va traverser plusieurs périples. Donc une zone où il fait très froid, où il y a des icebergs et qu'il y a plein de problèmes, une zone où il récupère plein de végétaux et d'animaux, et puis une zone où à la fin le bateau commence à couler et à être inondé avec de l'eau qui rentre par le toit et tout. Et en tant que grand fan du Titanic, j'adore cette attraction. Ok. Non mais voilà, il faudrait une attraction Titanic. Il y avait un projet là-dessus d'une reproduction grandeur nature Titanic. Il y a différents projets, mais différents projets à suivre. C'est compliqué. Reco attraction. Un truc qui aujourd'hui encore, ça peut être intemporel. Alors pour moi, c'est très récent. C'est le Futuroscope qui vient de sortir, Mission Bermude. Et donc il y a une storytelling autour que je trouve fascinante, où on va aller rechercher des journalistes, ou plutôt des personnes spécialisées pour essayer de découvrir un peu les mystères du triangle des Bermudes. Et on est embarqué dans cette histoire où ils ont disparu eux aussi. Il faut aller les retrouver. Et j'ai trouvé ça énorme. Et dans un tout autre genre, on a la maison de Niglo. Alors c'est juste
entre guillemets un parcours où il faut marcher pour aller découvrir les mascottes Niglo et Niglotte, mais on sait enfin où vivent Niglo et Niglotte, les personnages C'est tout de récent, mon ça, enfance. non? C'est de cette année aussi. Ouais, c'est bien ce qui me semble. C'est ça. On a l'impression, est-ce que tu parles du Futuroscope, de la manière dont ça évolue, Nigloland, etc., que justement cet aspect storytelling, se créer une DA, une identité, on a envie de faire quelque chose, c'est vraiment dans l'air du temps. C'est-à-dire que là, chaque parc veut vraiment avoir son essence, son histoire, son... Exactement, on est passé de parc d'attractions à parc à thème. Un thème, ouais. Et est-ce qu'il y a une inspi qui vient de l'étranger, américaine, qui était là, ou est-ce que c'est vraiment une volonté, nous, tous les parcs peut-être qu'ils s'inspirent de ce qui se fait aussi chez Disney, où il y a toujours eu ce côté histoire aussi. C'est sûr que Disney a été le leader de la notion de parc à thème et d'immersion dans les parcs, mais qui, depuis, on va dire, je pense, une dizaine d'années, a commencé vraiment à se développer en France, où on a compris qu'en fait, les sensations et la technologie ne va pas suffire à attirer des gens, et qu'on a compris l'importance des décors, de l'histoire et de l'esprit famille aussi, de savoir cibler sa clientèle, et ça, c'est en train d'exploser en ce moment. Le Futuroscope a fait un gros boom parce que pendant un moment donné, au début, forcément, il y avait beaucoup d'attractions avec des écrans 3D, ce genre de choses, parce que c'était la nouvelle technologie. Mais à partir du moment où tout le monde a eu un cinéma 3D dans sa ville, forcément, il y a eu besoin de se remettre en question. Et le Futuroscope est en train de jouer un super tour de force où en fait, ils réinventent complètement leur parc. Comment est-ce qu'on va refaire vivre des expériences aux visiteurs, toujours autour d'une thématique de technologie, de futur et de ce genre de choses. Et des fois, c'est un petit peu plus large, mais c'est vraiment un truc sur lequel ils travaillent beaucoup. La compagnie des Apps aussi, qui gère le parc Astérix, le Walibi, etc. Donc oui, c'est de plus en plus dans l'air du temps. Pour vous, aujourd'hui, c'est en train de bouger, il est en train de se passer des choses. Est-ce qu'il y a des parcs que vous surveillez particulièrement, vous dites là, il y a eu le Futuroscope là, qui a vraiment, dans les 3 dernières années, fait beaucoup de choses. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça auxquels vous pensez? Je sais que par exemple, le parc Spirou, là, avec son arrivée, avec du Naruto qui arrive, etc., ils sont en train de bouger aussi. D'autres choses auxquelles vous pensez? Le parc Astérix qui est en train aussi de monter en puissance, mais c'est incroyable, les projets là qui viennent d'annoncer, c'est pas hier ou avant-hier. Ils étaient en conférence il y a peu de temps. Et ils promettent encore des choses, une immersion complète dans la bande dessinée qui va être incroyable avec des attractions bluffantes. Eux sont vraiment en train de passer aussi au niveau supérieur. Et eux, ils mixent le côté dans l'hypersensation parce qu'ils ont quand même des attractions. Quand on cherche la sensation, tout en storytelling, à chaque fois, il y a une histoire derrière les attractions. C'est ça, ouais. Et d'ailleurs, cette nouvelle attraction au parc Astérix, qui est aussi l'un des directeurs artistiques et aussi celui qui a travaillé sur le Futuroscope pour Mission Bermude et le truc des tornades, chasseur de tornades. Et lui, ce n'est pas à la base un créateur d'attraction, c'est un réalisateur et producteur de cinéma. Donc maintenant, on est vraiment dans cette optique de se dire que pour créer une attraction, il faut en fait quelqu'un qui sait faire des films. Et ça, moi, était toujours ma position dans la manière dont j'ai travaillé avec le divertissement, c'est-à-dire que je pars du principe que je suis un réalisateur de films de cinéma, mais je viens apporter ça dans des expériences. Et je pense que c'est comme ça qu'a fait Disney. Disney a commencé comme ça, avec des animateurs qui faisaient des dessins animés qui ont finalement créé des attractions, et ça marche super bien. Complètement. Et ça se fait de plus en plus. Tu me tends un peu la perche, on reviendra sur les parcs. Est-ce que tu peux quand même un petit peu nous en dire plus sur ton projet Phantom Manor? T'es parti d'où? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as voulu proposer? Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Oui, alors, ok. C'est un gros morceau, donc je vais synthétiser le plus possible. Donc c'est quelque chose que je fais en dehors de mon métier professionnel. Sur mon temps libre, j'ai créé une association qui s'appelle la Cité des Rêveurs et qui réunit toutes les personnes qui aiment les parcs d'attractions et qui aiment le cinéma, avec essentiellement des professionnels du cinéma et des professionnels des parcs, où sur notre temps libre, on essaye de réaliser un court-métrage de 20 minutes qui s'inspire de l'univers de Phantom Manor, de l'attraction, de son design, de l'architecture. Puis c'est une histoire de fantôme, tout simplement, mais on essaye d'y mettre un maximum de moyens pour que ce soit un film crédible. Donc on a construit 4 plateaux de tournage, on a recréé on a recréé le rez-de-chaussée de l'attraction de chez Disney, des costumes, des comédiens dans tous les sens, et puis on a encore une dizaine de jours à tourner pour boucler ce film à la caméra, puis ensuite il y aura toute une partie post-prod. Il y a des maquettes, il y a des effets spéciaux, on veut un maximum d'effets réels et le moins possible de fond vert, et on est très content de faire ce film qui plaît beaucoup à notre communauté.
Et l'objectif de diffusion, c'est Internet librement ou c'est quand même des diffusions Alors, il y a deux options. C'est un petit tour en festival pour voir ce que ça donne. Ok. Et comme je dis souvent, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très patient. Donc, en fait, on va l'envoyer à plusieurs festivals. Et si ça décroche 2-3 prix ou des sélections, bah, on va continuer. Ouais. Mais si en l'envoyant à 10-20 festivals, on n'a aucune réponse, je vais perdre patience, je vais le poster sur YouTube pour tout le monde. Et Parce que le but, c'est de partager un maximum. Donc il y aura 1 ou 2 avant-premières, à la fois pour l'équipe et pour les gens qui nous soutiennent. Et je pense que plus on pourra faire d'avant-premières, si on voit qu'on a de quoi remplir une salle de tant de personnes, c'est pas avec des préventes ou autre. Dès qu'on peut remplir une salle, franchement, on le fait parce que. Tu parles de soutien. Est-ce que vous avez été chercher plutôt uniquement du soutien pro, gros soutien, ou est-ce que vous avez fait aussi du crowdfunding? Est-ce qu'il y a encore des choses ouvertes éventuellement? Non, là, on a terminé toute la partie financière. On a fait 2 financements participatifs. Okay. On en a fait un premier Okay. où on a récolté 24 000 €, okay. ce qui nous a permis de construire nos 4 plateaux de tournage qui, d'un point de vue professionnel, équivaut à plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est-à-dire que notre plus gros décor, par exemple, normalement, il vaut 150 000 €, parce que je suis décorateur, donc je vois à peu près combien ça représente. Sauf que comme nous, on l'a fait bénévolement avec des matières moins chères, et forcément, c'est plus fragile, ça dure moins dans le temps, mais en tout cas, on a quand même réussi à le sortir. Et donc, on a des décors avec des vraies valeurs, et même notre plus petit décor, il est facile dans les 30 000 €. Donc, on a réussi à vraiment faire exploser la valeur virtuel du financement. Excellent. Pour présenter nos décors. Et quand les gens ont vu tout ce qu'on a construit comme décor, nous ont réclamé un deuxième financement. Donc on en a lancé un deuxième et on a obtenu 28 000 € la deuxième fois. Ce qui là va nous permettre cette fois de financer le tournage maintenant que les décors sont finis. Donc plus moi qui ai rajouté de l'argent de ma poche beaucoup, et divers petits partenariats qui nous permettent d'avoir à la fois du matériel et ce genre de choses, qui fait que on va se retrouver à avoir dépensé, je pense, à la fin du film dans les 50 000 €, mais pour un film qui aura une valeur de plusieurs centaines de milliers. Et ça, c'est super parce qu'on veut de la belle qualité, quoi. Et là, juste pour conclure sur ce sujet-là, si aujourd'hui on veut suivre un peu le projet et voir où ça en est ce qu'il y a des réseaux dédiés? Est-ce que c'est plutôt sur tes réseaux à toi? C'est soit en allant sur phantommanor.fr, ou soit sur mon Instagram, Johan Soupli. Donc tu as le nom de domaine officiel du truc, quoi. Il était libre, alors on l'a pris. Allez, let's go. On s'est permis. Ça marche. Nico, je reviens sur toi. On en est où aujourd'hui au niveau du travail sur les maquettes? Est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles ça n'arrête jamais? Est-ce que pour toi, tu considères qu'une maquette, de toute façon, elle n'est jamais terminée parce que le parc évolue aussi? Est-ce que tu as des gros trucs dans des box qui ne sont pas encore sortis? Alors, depuis 2 ou 3 ans, j'ai la chance de passer de passionné à entreprise, puisque Nigloland notamment me sollicite pour des projets de futures attractions, de futurs hôtels, que je vais miniaturiser pour présenter au public, dire voilà à quoi ça va ressembler. Ça peut être aussi de partir avec l'équipe commerciale pour des salons CSE. Donc on rencontre les comités d'entreprise et puis je vais vendre la destination. Donc voilà, un rêve de gosse de plus. En fait, tu connais tellement le parc sur le bout des doigts à force de l'avoir miniaturisé que tu en es un très bon ambassadeur. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Dans l'idée, c'était de devenir un ambassadeur des parcs d'attractions, et c'est en train de devenir réalité aujourd'hui. Et puis dans les projets, donc, on n'est qu'à la moitié du parc réalisé pour Nigloland et pour le Futuroscope, donc il y a encore toute une moitié, plus l'évolution constante qui fait que ça se termine jamais. Également, de plus en plus, la modélisation 3D qui devient de plus en plus facile, accessible, donc qui me permet d'aller encore plus loin dans les détails. Et puis, ça peut être des particuliers qui me font des commandes pour des parcs d'attractions, soit réels, soit fictifs, comme là actuellement, je suis en train de faire le parc Astérix. Mais de manière fictive. Donc, c'est-à-dire que c'est des attractions qui ne sont pas du tout dans le parc aujourd'hui, mais qui voulaient avoir. Donc, je suis en train de lui produire ça. Ok, let's go, trop cool. Est-ce que vous restez toujours à l'affût, vous faites de la veille sur ce qui se passe, que ce soit les parcs qui vont ouvrir, les projets qui sont en cours, et est-ce que vous faites aussi les bêta-testeurs un petit peu? D'ailleurs, ça se passe comment? Est-ce que, genre là, on sait qu'il y a par exemple, il y a des lands qui vont ouvrir à Disney. Est-ce qu'il va y avoir des tests avec des personnes qui connaissent un peu le domaine pour choper des avis ou des choses comme ça?
Globalement, ça se passe toujours à peu près de la même chose, c'est-à-dire que lorsqu'un parc annonce une nouveauté qui va bientôt arriver, ça tombe sur nos réseaux sociaux tout de suite, parce qu'avec notre réseau, on ne peut pas échapper au fil Facebook qui va nous montrer toutes les infos. Donc il n'y a pas trop d'efforts à faire de ce côté-là. En tout cas, moi, j'en fais pas parce que les infos viennent naturellement à moi. Ça, c'est trop bien. Et ensuite, une fois que l'attraction est construite et qu'elle est inaugurée, généralement, on fait partie des premiers invités à venir la découvrir pour en parler sur nos réseaux, etc. Même donner notre avis parfois, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils vont modifier l'attraction par rapport à notre avis, mais juste d'avoir conscience de ce qu'en pense, c'est important pour tout le monde, quoi. Complètement. Oui, c'est exactement ce que tu dis. Il y a des trucs là qui vous hype particulièrement là, qui arrivent dans les... Oh oui, il y en a plein. Ah mais il faut balancer là. Là, moi, ça me vient pas sur le moment. Après, je suis moins dans l'attente. Moi, je suis plus à essayer. En fait, moi, ce qui me hype, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire demain qui n'existe pas encore. Donc, mais après, il y a beaucoup de surprises généralement autour de Efteling et Phantasialand, des parcs en Europe qui sont assez surprenants. Et moi, j'aime beaucoup en fait les parcs qui surprennent. Ok, excellent. Et pour ma part, il y a un projet déjà miniature qui va arriver très très vite. Et pour un projet réel pour Nigloland en 2027, qui est un très très gros coaster. Et donc ça me hype énormément. Ok, donc affaire à suivre comme il faut. C'est vrai que là, dans les projets, moi j'avais noté Universal, c'est officiel pour l'Angleterre aussi également. Donc ça va être un gros truc à suivre quand même pour les gens qui apprécient les parcs à thématique assez forte avec des licences assez intéressantes. Sur les lands de Disney, on est sur une ouverture 2026 aussi sur Frozen normalement. Ils essayent. On verra si c'est dur. Et donc Nigloland t'en parlait. Futuroscope, ça continue de bouger. Puy du Fou, on est pratiquement sur une attraction par an. Pratiquement, ils sont tout le temps en train. Le Puy du Fou ont des projets pour les 10 prochaines années dans les cartons. Donc ils savent exactement ce qu'ils ont prévu sur les 10 ans à venir. C'est ça. Et est-ce que, d'ailleurs, on parlait des parcs qui n'ont pas forcément d'attraction, est-ce que ça fait aussi partie des choses que vous voyez continuer de se développer en France, c'est-à-dire vraiment juste se baser sur une thématique, vivre des expériences qui ne sont pas des expériences à sensation, mais nous, par exemple, on vient d'Angers. Il y a Terra Botanica qui est un parc à thème dans la nature. Il y en a d'autres qui pop comme ça à droite à gauche. Ça fait partie des choses qui sont aussi intéressantes que vous suivez. Oui, bien sûr. Moi, particulièrement, parce que, comme je te disais, moi, je suis vraiment dans l'immersif au sens large. Et les parcs d'attractions, même, ça m'arrive parfois de m'en détacher parce qu'il y a, notamment pour les plus petits parcs, un raisonnement qui fonctionne beaucoup en catalogue, c'est-à-dire on regarde qu'est-ce qu'un constructeur propose et ensuite on réfléchit à quelle déco on vient lui mettre. Alors que moi, j'aime bien partir d'un terrain plat et de se dire quelle histoire on va raconter et ensuite imaginer une technologie qui correspond à ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans ce qu'on appelle les loisirs indoor notamment. Donc tout ce qui va être des parcours immersifs, du théâtre immersif, des escape games, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on va immerger des spectateurs dans une histoire en faisant en sorte à ce qu'il ait l'impression que c'est presque que pour lui, que c'est très personnel, mais en ayant une logique commerciale qui fait que c'est rentable et que du coup, il y a quand même un flux d'un nombre de personnes à avoir. Et est-ce que tu disais aussi des parcours dans des forêts, ce genre de choses. En fait, de ce que moi je vois dans le milieu professionnel, on est toujours face à des problématiques budgétaires parce que ça coûte énormément d'argent. Et donc, on va toujours être dans la réflexion de comment être le plus efficace possible. Et tout bêtement, je trouve que, par exemple, le concept, moi j'ai fait un parcours Harry Potter dans une forêt en Belgique. Et ça, en fait, quand la nuit, comme disait le directeur du Puy du Fou, la nuit, il y a la magie naturelle où tout est dans le noir et que tu peux jouer avec les éclairages. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Tu fais un parcours dans une forêt, tu as juste à réfléchir où placer des éclairages et tu as un décor que tu n'as pas eu besoin de construire, qui est déjà là et qui est ultra réaliste. Et c'est dans cette optique-là que ça va beaucoup se développer. On cherche beaucoup à s'adapter aux lieux qui existent déjà aussi, parce qu'on a aussi, autant dans un parc, on construit le bâtiment, autant dans un loisir indoor, on doit s'adapter à un lieu qui existe déjà. Généralement, c'est une sorte de boutique ou un complexe qui a déjà existé, qui a fermé ensuite, ou un restaurant qui a fermé. Et on doit se réadapter pour imaginer une expérience dedans. Et donc ça aussi, c'est un challenge qu'on rencontre très souvent dans le milieu. Justement, tu parlais de restaurants. Il y a aussi les restaurants qui recherchent maintenant à créer une immersion. Je pense à Ephemeria. On a à Lille avec le côté volcan. On peut aller aussi du côté de Disney c'est Val d'Europe, c'est ça? Val d'Europe, ouais, avec je sais pas comment ça, la forêt, quelque chose. Oui, et qui est incroyable aussi à faire. C'est vrai qu'en fait, il y a
tout se regroupe. On n'a pas abordé, mais les parcs zoologiques qui, eux également, ont une logique aujourd'hui où ils vont créer des immersions différentes. On pense à Beauval qui a créé tout un tas d'attractions également. Très clair. Est-ce qu'il y a d'autres aspects, d'autres projets que je n'ai pas forcément abordés parce que toi, tu as 46 000 casquettes, donc il y a peut-être un truc dont on n'a pas parlé. Un side c'est sûr qu'on pourrait en parler des heures, mais je dirais que d'une manière générale, la volonté d'avoir un endroit agréable se développe un peu partout. Que ce soit dans les centres commerciaux, dans les restaurants, dans les boutiques. C'est toujours plus agréable d'entrer dans une boutique qui a une thématique, que ce soit steampunk ou autre, que d'aller à Carrefour. Est-ce que tu dirais, je sais pas, je tente un truc là, est-ce que c'est en lien aussi avec le besoin peut-être d'aller se déconnecter, d'aller se projeter dans autre chose par rapport à une certaine réalité qui n'est pas toujours... oui, clairement, de toute façon, les parcs et les fêtes foraines depuis toujours sont là pour ça. Et effectivement, plus on entre dans un lieu qui va nous changer de notre quotidien, plus ça donne envie d'y aller. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on ouvre un restaurant, des restaurants, il y en a partout. Et la question, c'est toujours qu'est-ce qui fait que les gens vont venir dans mon restaurant à moi plus que dans les autres. Et généralement, ça passe par quelque chose qui est très, très beau, très impressionnant, où on se dit tiens, ça change. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est très visuel et aussi un peu ludique, où tu as l'impression d'agir sur quelque chose. Donc, par exemple, à un moment donné, j'avais vu un restaurant qui te faisait une pizza, mais avec qu'un bras robot qu'il a fait devant toi. En fait. Excellent. Ouais. Donc tu payes et t'appuies et tu vois tous les trucs, les robots te fabriquer ta pizza et elle sort. Et juste ça, je trouve que même si tu n'as pas envie d'une pizza, expérience qui est intéressante. C'est vrai qu'on a vu, il y a eu, alors je sais pas, parce que c'était un petit peu avant Covid, il y avait cette mode il y a eu des bars avec plein de choses, plein de manières de voir les choses différentes. Alors il y a eu il y a le lancer de hache qu'on a vu à droite à gauche. Sur Paris, il y a les bars en mode Wall Street où le prix de la pinte il évolue tout au long de la soirée. Tout ça, ça rend le truc un peu ludique et c'est vrai que ça crée des expériences, des immersions qui sont assez cool. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Nico, peut-être, hein? Est-ce que, parce que là on est dans le hashtag festival, au cœur de la pop culture, est-ce qu'il y a une thématique, un univers de pop culture qui pour vous n'a pas encore peut-être été bien exploité et qui pourrait être très cool, sur lequel on pourrait créer une attraction, une immersion qui serait très cool, en tout cas un univers que vous kiffez? Alors, rien que pour ma fille, je voudrais avoir de K-pop Demon Hunter. On est en plein dedans. Exactement. Ça pourrait être stylé d'avoir une petite ambiance avec une attraction. C'est vrai que pour l'instant, tout ce côté culture soft power coréen, on l'a pas encore trop vu s'appliquer, mais ça peut venir, hein, ça peut arriver très très fort. On voit avec le parc Spirou et Naruto qui va commencer à développer peut-être cette image. Oui. Tout à fait. Ouais, je crois que Netflix était en train de réfléchir pour ouvrir leur centre de loisirs indoor aussi. Alors, moi, je suis moins fan des attractions qui s'inspirent d'un film ou d'une licence. Ouais. Enfin, c'est très bien, mais c'est un peu moins surprenant. Donc, quand tu connais déjà l'univers, par exemple, l'attraction La Reine des Neiges qui existe déjà, il y a un exemplaire qui existe à Epcot aux États-Unis. Ouais. Quand tu l'as fait, tu revis le film. Alors, ok. C'est très bien parce que tu vois le film en vrai, mais du coup, d'un point de vue surprise, je découvre rien de nouveau. Okay. C'est pas des nouvelles chansons, etc. Donc, il faudrait que ça aille jusqu'à la création originale, que ça vienne s'intégrer dans un lore et en essayant d'y apporter des choses qui n'ont pas été déjà vues. Eh bien, c'est ce qu'a fait le land de Star Wars, qui existe en 2 exemplaires aux États-Unis. C'est-à-dire que en gros, je pense qu'ils ont donné une sorte de carte blanche aux créatifs pour imaginer un land Star Wars. Et ils ont réussi à faire un bon compromis entre apporter l'univers de Star Wars, mais créer quelque chose qui n'a jamais été vu. Et donc, en fait, ils ont inventé une planète à part entière qui s'appelle Batuu. Et en fait, quand tu te balades dans ce land Star Wars, tu es sur une planète que tu n'as vue dans aucun film. Mais par contre, tu reconnais le Faucon Millenium, les vaisseaux, les personnages. Et c'est un bon mix des deux qui n'a pas plu à tout le monde, du coup, parce que le public a très très envie de voir exactement la même chose que dans le film. Donc ça, c'est aussi un truc à prendre en compte quand tu es professionnel du milieu. C'est que toi, tu fais pas forcément ce qui te plaît, mais tu dois surtout penser à ce qui va plaire au public, tout en essayant de les surprendre. Mais en tout cas, voilà, Land Star Wars a fait ça. Et moi, en fait, j'aimerais bien une attraction où on doit faire des trucs un peu physiques, où on s'en prend un peu plein la face, on reçoit de l'eau, ce genre de choses. C'est vrai qu'on est assez peu malmené, mais après, forcément, ça doit plaire à toute la famille, etc. C'est ça. Le fait que ça doit être tout public fait que... on est assez peu impliqué, en fait. Au pire des cas, on prend un peu d'eau dans le visage sur un Jurassic Park à Universal ou un truc comme ça. Mais voilà. Et tu vois, par exemple, moi qui adore la thématique des bateaux,
qui coule. Ouais. Tu veux couler, quoi. Ouais, en fait, si Je tu veux veux, couler. la sensation, par exemple, que tu es en pleine tempête, tu dois tirer sur une corde ou pousser un canon, je sais pas quoi, et te prendre à la fois de l'eau un peu chaude si possible, pas glaciale, et te sentir dans les éléments de la nature, ça me plairait beaucoup. Je te conseille vraiment de faire Mission Bermude. Pour le coup, on a l'impression qu'on va crois couler. Parce que là, on prend de l'eau. Ils ont pris un risque, le Futuroscope, où vraiment, quand on va rentrer dans au niveau de la rivière, les rapides, c'est juste incroyable. On prend une vague. Ok. Ah non, mais ça donne vraiment envie. C'est vrai qu'il y a eu, en termes d'implication aux visiteurs, quand ils ont tenté un truc avec les lands Nintendo dans les Universal Studios, où on a ce bracelet, mais qui est payant, sur lequel on peut cumuler des points, etc. Mais ça reste très enfantin. On n'est pas hyper challengé, etc. Et c'est difficile aujourd'hui. Est-ce que vous auriez une volonté peut-être aussi qu'il y ait des parcs qui assument une partie un peu plus adulte, un peu plus... c'est ça finalement, tu dis, ou alors c'est trop compliqué et on veut garder cet esprit familial. C'est presque paradoxal parce que vous avez tous les deux dit, nous on aime l'esprit famille et tout, mais d'un côté on aurait envie de challenger un peu. Oui, après, moi, si j'y vais en famille, j'ai envie que toute la famille prenne de l'eau en pleine face. Tu vois. Allez, voilà, il n'y a pas de raison, papa, maman. Mais je pense que c'est quelque chose qui se fait un petit peu avec les périodes d'Halloween au parc Astérix, où ils vont proposer quelque chose de très très adulte. Je pense même que c'est interdit peut-être. Je ne sais pas s'il y a un âge limite. Je ne sais pas s'il y a un âge limite, mais en tout cas, il y a les feux verts, orange, rouge, en fonction du niveau. Il y a un côté où tu sens que c'est surtout les ados et les adultes, et avec des comédiens, des créatures qui te sautent dessus, et ce genre de choses. Et aux États-Unis aussi, ils sont très forts pour ça. Donc, je pense que en fait, l'option, c'est de faire un parc qui, normalement, de base, est familial, mais de temps en temps, de proposer une nouveauté, peut-être éphémère, où venez tester un petit peu ce truc un petit peu hors du commun. Et puis tu fais ça pendant un certain temps, tu vois si ça marche et tout, quoi. Ok, bon, très clair. Messieurs, merci beaucoup d'être venus discuter sur le plateau en Joue Corner. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Avec plaisir. Vous avez passé un bon moment à parler de vos passions, donc ça va. Normalement, il y a plus dérangeant que ça. Il y a pire. Merci beaucoup. On vous retrouve sur vos réseaux. Du coup, alors pour toi, il y en a plusieurs. Joanne Soupli, puis après sur Instagram. Et ça devient un peu et on peut retrouver le Fantôme Manor et tous tes autres projets. Nicoland. Nicoland sur Instagram, Facebook, LinkedIn pour le côté pro. Mais non, mais c'est un réseau comme un autre. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de Hashtag Festival et nous, on se retrouve dans quelques instants.